Monsieur le juge Tomka, président du Coretamrium, monsieur le secrétaire général de l'Académie et surtout aux étudiants, bonjour et bienvenue. Et je dois commencer pour dire que c'est pour moi un véritable plaisir d'être aujourd'hui à l'Académie du droit international. L'AE, c'est une institution que, pour les spécialistes du droit international, est synonyme d'excellence. Et c'est pour ça que je souhaiterais avant tout remercier l'Académie pour cette invitation, et notamment vous, son secrétaire général, monsieur le professeur Jean-Marc Touvenin. Et si la mémoire institutionnelle des Nations Unies est correcte, il s'agit de la première fois qu'un conseil juridique des Nations Unies vient donner une conférence à l'Académie de droit international de l'AE. J'espère qu'il ne s'agit là que du début d'une longue collaboration entre nos deux institutions. Lorsque l'on m'a demandé le sujet sur lequel je comptais parler, j'ai pensé tout de suite à un domaine dans lequel les Nations Unies, et tout particulièrement son bureau des affaires juridiques, ont eu une responsabilité primordiale. La construction d'un système international visant à responsabiliser pénalement les individus ayant commis des violations graves du droit international. Alors l'histoire est longue, elle remonte à la création même de l'Organisation des Nations Unies. Le début du rôle catalyseur des Nations Unies du système contemporain de justice pénale internationale se situe toutefois au début des années 90 du siècle dernier. Alors je souhaiterais aujourd'hui revenir sur cette évolution en mettant en exergue deux fonctions que l'Organisation des Nations Unies a développées au fil du temps dans le domaine de la justice pénale internationale. Et d'abord, je voudrais parler d'une fonction créatrice de mécanismes internationaux de lutte contre l'impunité. Ensuite, d'une fonction d'assistance ou de coopération qui comprend la coopération avec les mécanismes que les Nations Unies ont elles-mêmes créés, ainsi que la coopération et assistance au renforcement d'autres mécanismes visant à poursuivre les individus responsables de violations graves du droit international. Alors, commençons. Création d'abord. Les Nations Unies ont en effet participé à l'établissement de plusieurs mécanismes de responsabilité pénale individuelle pour des violations graves du droit international. Permettez-moi de rappeler d'abord le rôle de l'Organisation mondiale dans la création de ce que j'appellerai, si vous me le permettez, les grands classiques de la justice pénale internationale. Après, je me référais à l'établissement plus récemment de mécanismes plus novateurs dont la portée reste encore difficile à mesurer à ce jour. En ce qui concerne les grands classiques, je souhaiterais me référer brièvement au rôle différent mais aussi important des Nations Unies dans l'établissement de la Cour pénale internationale, des deux tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda, et encore d'autres tribunaux ayant un certain degré de participation internationale. Je commence par la Cour pénale internationale. Comme il est très bien connu, c'est après la Seconde Guerre mondiale et à la suite des procès de Tokyo et de Nuremberg qui s'est amorcé le mécanisme qui allait mener à l'adoption en juillet 1998 du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. En effet, en 1948, l'Assemblée générale des Nations Unies a invité la Commission du droit international à examiner s'il était opportun de créer un organe judiciaire pénal. Par ailleurs, la Convention du 9 décembre 1948 sur la répression du crime de génocide disposait en son article 6 que, et je cite, « Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3 seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis
ou devant la Cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celle des parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction. Ainsi, dès 1948, la question de l'établissement d'une juridiction pénale internationale autonome était posée. Par la suite, en 1951, un comité chargé d'examiner la création d'une Cour pénale internationale sera institué. Cependant, en 1954, l'Assemblée générale décide d'ajourner les travaux de ce comité dans l'attente de l'élaboration par la Commission du droit international d'un code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, ainsi qu'une définition du crime d'agression. S'en suivront alors 40 ans de mise en sommeil relatif du projet d'établissement d'une Cour pénale internationale permanente. C'est essentiellement les événements dramatiques des années 90 qui vont réactiver et accélérer le développement de mécanismes de justice pénale internationale. En effet, avec l'établissement de deux juridictions ad hoc, le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, dont je parlerai tout à l'heure, la justice pénale internationale va franchir une nouvelle étape. Plus de 40 ans après les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda ont eu pour premier mérite de réaffirmer que des individus peuvent relever sur le plan pénal de juridiction internationale et que leur statut ne saurait les exonérer d'une responsabilité individuelle en cas de violation grave du droit international. Mais en plus, et en même temps que la gestation du TPI grec et du TPR prenait forme, il apparaissait clairement qu'il ne serait pas possible de développer des juridictions ad hoc pour toutes les situations où des violations graves du droit international seraient commises. Et donc l'idée d'une création d'une Cour pénale permanente ressurgit avec une certaine force. Et c'est ainsi qu'en 1999, l'Assemblée générale chargea la Commission du droit international, et je cite, d'étudier la question de la création d'une Cour de justice pénale internationale ou d'un autre mécanisme juridictionnel pénal de caractère international pour s'en charger de ce genre de violation du droit international. En juillet 1994, j'hésite toujours parce que j'ai une tendance à dire les noms, les chiffres en belge. 94 en français, de France. La Commission du droit international approuva un projet de statut et recommanda à l'Assemblée générale la tenue d'une conférence internationale pour conclure une convention relative à la création d'une Cour criminelle internationale. Par la suite, en 1995, l'Assemblée générale décida de créer une commission préparatoire en vue de l'établissement d'un texte de synthèse pour l'adoption d'une convention internationale. Alors, très rapidement, l'idée de confier à l'Assemblée générale des Nations unies le soin de voter une résolution instituant la création d'une Cour pénale internationale fut abandonnée. Et la raison primordiale étant qu'une telle résolution, par nature, serait dépourvue de toute force obligatoire à l'encontre des États, ce que débiliterait dès le départ la future Cour pénale internationale. C'est ainsi qu'en décembre 1996, l'Assemblée générale décida de la réunion d'une conférence internationale plénipotentiaire en vue d'adopter une convention sur l'établissement d'une Cour pénale internationale. La conférence de Rome aboutit à l'adoption par 120 États, 7 États votant contre et 21 États s'abstenant, le 17 juillet 1998 du statut de Rome de la Cour pénale internationale. En vertu de l'article 126, paragraphe 1er du statut, celui-ci devrait entrer, et je cite, en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après la date de dépôt du 60e instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhésion auprès du secrétaire général des Nations unies.
Alors que de très nombreux experts s'attendaient à ce que cette nouvelle institution se mette en place à un horizon que les plus optimistes plaçaient aux alentours de 2010, l'extrême rapidité du dépôt des 60 instruments de ratification conduisit à l'entrée en vigueur du statut de Rome le 1er juillet 2002. En ce qui concerne la Cour pénale internationale, le rôle des Nations unies a oscillé entre un rôle catalyseur, notamment grâce aux résolutions adoptées par l'Assemblée générale, qui initierait et relancerait des travaux de préparation, et un rôle un peu plus substantiel dans l'élaboration de différents rapports qui serviraient de base aux travaux de la commission préparatoire et de la conférence de Rome, et aussi un rôle facilitateur, notamment à travers la convocation de la conférence de Rome en vue d'adopter la Convention sur l'établissement d'une Cour pénale internationale. Permettez-moi à présent de rappeler aussi le processus que conduisit à l'établissement par les Nations unies des tribunaux pénaux ad hoc, où le rôle des Nations unies fut tout particulier, et où le bureau, que j'ai l'honneur de diriger, joue un rôle essentiel, notamment dans l'élaboration de leur statut. Alors, le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie, TPY, et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, TPR, furent des instances judiciaires de l'Organisation des Nations Unies, rentrant dans la catégorie de ce que nous appelons plus spécifiquement des organes subsidiaires des Nations Unies. Le TPY fut chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie entre le 1er janvier 1991 et une date qui devait être déterminée après la restauration de la paix par le Conseil de sécurité. Le tribunal pénal pour le Rwanda, pour sa part, fut établi pour juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et sur les territoires des États voisins entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1994. Autant l'un comme l'autre furent établis à travers des résolutions du Conseil de sécurité, adoptées en vertu du chapitre 7 de la Charte, et ils avaient donc une force obligatoire. Et dans les semaines qui suivent l'adoption de ces résolutions, le Bureau des affaires juridiques des Nations unies prépara les textes du statut de ce tribunal et les présenta aux États membres du Conseil de sécurité. Mon bureau fut à l'époque également impliqué dans les négociations entre les États membres du Conseil de sécurité. Celles-ci aboutirent finalement à l'adoption du statut de TPY à travers la résolution 827 du 25 mai 1993 et à l'adoption du statut du tribunal pour le Rwanda avec la résolution 955 du 8 novembre 1994. Le Bureau des affaires juridiques devait également participer par la suite à la mise en place de ces tribunaux afin qu'ils puissent commencer à exercer leurs mandats respectifs. Pendant leur durée de vie et en application de leurs mandats respectifs, ces deux tribunaux ad hoc ont irréversiblement transformé le paysage du droit international pénal. Ils ont d'une part permis aux victimes et aux témoins de mettre des mots sur les horreurs qu'ils avaient vécues. D'autre part, ils ont surtout montré à la communauté internationale dans son ensemble que les principaux responsables des atrocités commises pouvaient être appelés à répondre de leurs actes. Le TPY mit en accusation 161 individus, parmi lesquels de nombreux dirigeants politiques ou militaires, notamment des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres de l'Intérieur, des chefs d'état-major, des chefs de l'armée et de la police. En ce qui concerne le tribunal pour le Rwanda, il mit en accusation 93 personnes. Et parmi les personnes mises en accusation figuraient à nouveau des hauts dirigeants militaires et du gouvernement, des hommes politiques, des hommes d'affaires, ainsi que des autorités religieuses et des responsables des milices et des médias. Le tribunal pénal pour le Rwanda
fut par ailleurs le premier tribunal pénal international à prononcer un jugement portant sur le génocide et le premier à interpréter la définition de génocide énoncée dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide 1948. Il s'agit également du premier tribunal international qui a défini le viol en droit international pénal et qui l'a reconnu en tant que moyen de perpétrer un génocide. Ces tribunaux pénaux internationaux, une fois leur mandat limité terminé, ont laissé place à une structure réduite exerçant des fonctions résiduelles. Il s'agit du mécanisme résiduel international pour les tribunaux pénaux qui a une antenne à La Haye et une autre à Arusha en Tanzanie. Il fut créé par la résolution 1966 du Conseil de sécurité du 22 décembre 2010 pour reprendre les fonctions du TPR et du TPY à la fin de leur mandat respectif, ce qui est désormais le cas avec la fermeture en fin 2015 du tribunal pénal pour le Rwanda et en fin 2017 du TPY. Et une fois de plus, le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies fut impliqué dans la rédaction et la mise en place de ce nouveau tribunal pénal international. Le mécanisme résiduel exerce, entre autres, les fonctions suivantes. Il recherche et poursuit les derniers fugitifs. En effet, 8 personnes mises en cause par les TPR pour génocide, crime contre l'humanité et crimes de guerre sont toujours en fuite. Sur ces 8 fugitifs, 3 devraient être jugés par le mécanisme et des affaires concernant les 5 autres ont été renvoyées au Rwanda pour y être jugées. Le mécanisme est également compétent pour mener à bien certaines procédures en appel. Il est d'ailleurs saisi actuellement de 2 procédures d'appel importantes, dont les affaires Karadzic et Mladic. Il a par ailleurs des fonctions plus générales en matière de protection des victimes et des témoins, de contrôle de l'exécution des peines, d'assistance aux juridictions nationales ou encore de conservation et gestion des archives des 2 tribunaux et du mécanisme lui-même. Alors, sur un autre chapitre, je voudrais parler des tribunaux hybrides ou des tribunaux internes, pour ainsi dire internationalisés. L'Organisation des Nations Unies a également contribué et participé de diverses manières à la création de la Cour spéciale pour la Sierra Leone et de son mécanisme résiduel à la fin de son mandat, ainsi que des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et du tribunal spécial pour le Liban. En ce qui concerne la Cour spéciale pour la Sierra Leone, si on la compare aux 2 tribunaux ad hoc auxquels je me référais à l'instant, le TPY et le TPR, elle présente un caractère tout à fait particulier, notamment en ce qui concerne son établissement. En effet, il ne s'agit plus d'un tribunal créé à travers une résolution du Conseil de sécurité, mais à la demande de la Sierra Leone et moyennant un accord conclu entre les Nations Unies et la Sierra Leone. Et les négociations qui ont donné lieu à la conclusion d'un tel accord ont néanmoins eu lieu à la suite d'une demande du Conseil de sécurité dans sa résolution 1315 du 14 août 2000. Le Conseil de sécurité avait à l'époque en effet invité le secrétaire général à engager des négociations avec les autorités du Sierra Leone pour mettre sur pied un tribunal spécial chargé de juger les principaux responsables de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de certains crimes prévus par le droit sierra-léonais commis depuis le 30 novembre 1996. C'est la date de l'accord de paix d'Abidjan entre le gouvernement de Sierra Leone et le Front révolutionnaire unifié. Alors, l'accord fut signé le 16 janvier 2002 et devait indiquer que ce tribunal spécial faisait partie du système judiciaire sierra-léonais, tout en recevant un fort soutien international. Et la Cour spéciale pour la Sierra Leone, après avoir notamment jugé et condamné à 50 ans l'ancien président du Libéria,
M. Charles Taylor, devait fermer ses portes en 2013. Et comme pour le TPY et le TPR, un mécanisme résiduel devait désormais assurer, entre autres, le suivi des décisions adoptées par la Cour, traquer les fugitifs, assurer la protection des victimes et des témoins et conserver les archives. Et la Cour résiduelle spéciale pour la Sierra Leone fut également établie moyennant un accord entre les Nations Unies et le pays qui fut conclu le 11 août 2010. Les Nations Unies furent également à l'origine de l'établissement des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. Le 21 juin 1997, le Cambodge avait demandé l'assistance des Nations Unies et de la communauté internationale afin de traduire en justice les personnes responsables du génocide et des crimes contre l'humanité perpétrés pendant l'administration des Khmers rouges. Et le 10 août 2001, les autorités cambodgiennes, privilégiant la formule d'une structure nationale mais avec une assistance internationale, adoptèrent une loi portant création des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens pour le jugement de ces crimes. Le 13 mai 2003, le projet d'accord entre les Nations Unies et le Cambodge fut approuvé à travers une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et le Parlement cambodgien ratifia par la suite l'accord entre les Nations Unies et le Cambodge. Les chambres extraordinaires sont compétentes pour toute une série de violations graves du droit international et du droit pénal cambodgien, des infractions commises au Cambodge pendant l'administration des Khmers rouges, c'est-à-dire du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979. J'ai eu personnellement l'opportunité d'assister récemment, le 16 novembre dernier, au prononcé du jugement en première instance dans l'affaire 2 contre Nuon Chea et Kyo Samphan. Il s'agissait de la première fois que les chambres extraordinaires condamnaient des responsables de l'administration des Khmers rouges pour génocide, notamment génocide contre les minorités vietnamiennes et le peuple Shan au Cambodge. Enfin, je souhaiterais me référer à un dernier tribunal hybride, un peu spécial, qui a été établi également dans le cadre des Nations Unies, avec un mandat très particulier et différent des tribunaux auxquels je me suis référé jusqu'à présent. Il s'agit du tribunal spécial pour le Liban, qui a été établi à la suite de l'assassinat le 14 février 2005 de M. Rafik Hariri, l'ancien Premier ministre libanais, mort dans une importante explosion qui a fait 22 morts et 226 blessés dans le centre-ville de Beyrouth. Et à la suite de cet attentat, et au regard des résultats d'une commission d'enquête établie par la suite, le Conseil de sécurité des Nations Unies autorisa la création du tribunal spécial pour le Liban le 30 mai 2007, dans sa résolution 1757, adoptée aussi en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. La résolution devait par ailleurs préciser que les dispositions de l'accord conclu entre le Liban et les Nations Unies et qui était annexé à la résolution entrerait en vigueur le 10 juin 2007. Et pour la petite histoire, cette manière peu orthodoxe de doter de force obligatoire le texte de l'accord conclu entre les Nations Unies et le Liban fut la solution trouvée afin de contrer les difficultés qu'éprouvait le Liban au niveau interne pour ratifier l'accord signé avec les Nations Unies. L'accord nécessitait en effet de la ratification du Parlement libanais pour entrer en vigueur, ratification qu'à ma connaissance ne vit jamais le jour. Alors, en ce qui concerne le mandat du tribunal spécial pour le Liban, que, comme je le disais à l'instant, s'éloigne de celui des autres tribunaux pénaux internationaux, celui-ci est compétent pour juger les auteurs de l'attentat ayant entraîné le décès de l'ancien Premier ministre Hariri et tué ou blessé de nombreuses autres personnes. Il a également compétence à l'égard des personnes responsables des attentats survenus au Liban entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005,
ou à toute autre date ultérieure désignée par le Liban et les Nations Unies avec l'assentiment du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais ayant aussi un lien de connexité avec l'attentat du 14 février 2005. La Cour spéciale pour le Sierra Leone ainsi que les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens et le tribunal spécial pour le Liban appartiennent à une première génération de tribunaux hybrides qui, tout en reconnaissant l'incapacité des tribunaux internes des États concernés pour lutter contre l'impunité, incorporent néanmoins une reconnaissance de la responsabilité première des juridictions internes. À côté de ces trois tribunaux hybrides classiques, les Nations Unies ont plus récemment été également sollicitées pour assister dans la création d'une nouvelle génération de tribunaux hybrides. Et reposant sur le même principe du rôle primordial des tribunaux internes dans la lutte contre l'impunité, en ce qui concerne les violations graves du droit international, il y a quelques nouveaux tribunaux hybrides qui ont vu le jour ces dernières années. Et à cet égard, l'établissement des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises afin de juger les atrocités commises au Tchad sous le régime de Hissène Habré entre juin 92 et décembre 90, juin 82 et décembre 90. Et il faut quand même rappeler qu'il y a eu à peu près 40 000 morts et environ 200 000 victimes. Cette création mérite d'être soulignée. Le 27 avril 2017, et je vous rappelle, les chambres africaines extraordinaires devaient confirmer la décision contre Hissène Habré, la décision du 30 mai 2006, pour laquelle il avait été condamné à la prison à vie pour actes de torture, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et le procès qui s'est déroulé dans les chambres extraordinaires africaines est unique à plusieurs égards. Il s'agit avant tout d'une situation inédite dans la mesure où un ancien président africain a été jugé pour la première fois en Afrique. Et je trouve ça, c'est très important. Et il a été jugé pour des violations graves du droit international. Il s'agit également de la première fois qu'une cour pénale hybride est établie grâce à la coopération entre l'Union africaine et un État de la région, le Sénégal, à travers un accord conclu entre les deux parties en 2013. Enfin, avec le procès d'Hissène Habré, les juridictions d'un État ont pour la première fois, et grâce à l'invocation du principe de la compétence universelle, pu juger et condamner l'ancien dirigeant d'un autre État pour des violations graves du droit international. Un autre exemple récent qui mérite d'être rappelé est celui des chambres spécialisées pour le Kosovo, dont le mandat est la poursuite de certains crimes contre l'humanité, crimes de guerre et d'autres crimes relevant du droit kosovar qui auraient eu lieu entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000. Les chambres spécialisées ont été créées en 2015 au sein du système judiciaire du Kosovo et sur la base d'un amendement de la Constitution du Kosovo ainsi que d'une loi adoptée par le Parlement du Kosovo. D'autres tribunaux hybrides sont en cours de gestation, notamment en ce qui concerne les crimes commis au Sud-Soudan. Et par rapport à ces derniers, le secrétariat des Nations Unies, à la demande du Conseil de sécurité, a notamment fourni son assistance à l'Union africaine et au gouvernement du Sud-Soudan pour l'établissement d'une cour hybride pour les crimes commis dans cet État. Mon bureau a participé à certaines des discussions au sein de l'Union africaine et avec le gouvernement du Sud-Soudan concernant les instruments juridiques fondateurs de cette future cour hybride. Encore et surtout après la fin 2016, nous constatons un intérêt croissant dans l'établissement non plus des tribunaux, mais des mécanismes chargés de recueillir, regrouper, préserver, analyser et, le cas échéant, partager des éléments de preuve avec des tribunaux internes ou internationaux.
Et la première initiative à cet égard est venue de l'Assemblée générale qui, le 21 décembre 2016, a adopté une résolution par laquelle elle crée un mécanisme international impartial et indépendant chargé de faciliter les enquêtes sur les violations les plus graves du droit international commises en Syrie depuis mars 2011 et d'aider aussi à juger ceux qui en sont responsables. L'Assemblée générale précise que ce mécanisme devra recueillir, regrouper, préserver et analyser des éléments de preuve attestant des violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme. Ce mécanisme devra par ailleurs, et je cite, constituer des dossiers en vue de faciliter et de diligencer des procédures pénales équitables et indépendantes et conformes aux normes du droit international devant des cours ou des tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux qui auront compétence pour connaître ces crimes conformément au droit international. Après l'adoption de ce texte, le secrétaire des Nations Unies, secrétariat des Nations Unies, et très particulièrement mon bureau et le bureau de l'Haut-Commissaire des droits de l'homme ont élaboré des termes de référence précisant le mandat de ce mécanisme novateur. Ce mécanisme, dont le siège se trouve à Genève, a commencé ses activités il y a plus d'1 an. D'après ces rapports, ils auraient accumulé une quantité colossale de documents, dont des témoignages, des images et des vidéos documentant les atrocités commises par toutes les parties dans la guerre en Syrie. Quelques mois plus tard, en septembre 2007, c'était au tour au Conseil de sécurité des Nations Unies de demander au secrétaire général de créer une équipe d'enquêteurs chargée de recueillir, conserver et de stocker des éléments de preuve en Irak d'actes susceptibles de constituer des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide perpétrés par le groupe terroriste Daesh en Irak. Et le secrétaire général et mon bureau, en son nom, évidemment, a rédigé les termes de référence du mandat de l'équipe d'enquêteurs. S'agissant d'une résolution adoptée en vertu du chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, et à la demande du gouvernement irakien et en coopération avec lui, le terme de référence devait également être jugé acceptable par le gouvernement irakien, ce qui a donné lieu à des discussions juridiques fort intéressantes et fort difficiles avec le gouvernement de l'Irak, notamment en ce qui concerne les conditions nécessaires pour partager les éléments de preuve avec les autorités irakiennes. Autant pour le mécanisme d'enquête des crimes commis en Syrie que pour celui concernant l'Irak, il semble que, pour l'heure, les destinataires des éléments de preuve recueillis devraient être surtout les tribunaux internes. En dernier cas, et plus récemment, le 27 septembre 2018, c'était au tour du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies d'adopter une décision dans laquelle il demandait à ce qu'un mécanisme international et indépendant pour le Myanmar soit établi. Et ce mécanisme sera chargé de recueillir, consolider, préserver et analyser les preuves des crimes internationaux les plus graves et des violations du droit international commis sur le territoire depuis 2011 et de préparer des dossiers qui pourraient être transmis à des tribunaux nationaux et internationaux. L'Assemblée générale a entériné la création d'un tel mécanisme le 22 décembre 2018. Le secrétariat, mon bureau avec le bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme, nous sommes à présent en train de finaliser les termes de référence de ce mécanisme et on devrait également nommer le responsable dans les semaines à venir. Donc à ce jour, je crois pouvoir dire que une nouvelle pratique dans le domaine de la justice pénale internationale est en train de se développer. Et en effet, dans des situations où les tribunaux internes ne veulent pas ou ne peuvent pas poursuivre les responsables de violations graves du droit international, les États aujourd'hui, les États et la communauté internationale envisagent très rarement l'établissement
des nouveaux tribunaux pénaux internationaux ou hybrides même. Il privilégie désormais la collecte d'éléments de preuve afin que celles-ci ne soient pas détruites et puissent être préservées au cas où, dans un futur proche ou lointain, des procédures pénales pourraient être entamées auprès des juridictions internes ou, là où elle est susceptible d'être compétente, auprès de la Cour pénale internationale. Alors, The Hague Academy. L'Académie de La Haye, tout comme les Nations Unies, a 2 langues de travail, l'anglais et le français. Je vais donc poursuivre en anglais. Je tiens absolument à préserver l'aspect multilingue de cette institution. C'est pourquoi je fais ma présentation dans les 2 langues. Donc, si les étudiants ont bien suivi jusqu'à présent, j'ai mis l'accent sur la première fonction que les Nations Unies ont développée, à savoir créer un système international de responsabilité qui porte sur la création de mécanismes internationaux et hybrides de responsabilité. J'en viens à présent à la deuxième fonction qui, comme je l'ai dit, a un caractère plus diffus. Il s'agit du rôle des Nations Unies d'assister et ou de coopérer avec les mécanismes à la fois internationaux et nationaux de responsabilité. Ainsi, la coopération des Nations Unies avec ces mécanismes comporte pour l'essentiel 3 dimensions. D'abord de nature opérationnelle, deuxièmement de caractère judiciaire et troisièmement qui a pour objet de renforcer la capacité interne de lutter contre l'impunité. Donc, il s'agit de ce 3e pilier. Les mécanismes de responsabilité créés jusqu'à ce jour par l'ONU, en règle générale, nécessitent le soutien de l'organisation dans le cadre de leur opération. Un tel soutien est essentiellement lié au rôle que joue le secrétaire général dans la gestion de ces mécanismes. Par exemple, souvent on fait appel au secrétaire général pour nommer les juges ou d'autres responsables ou tout au moins d'inviter des nominations de la part des États dans le cadre de processus d'élection. Un tel rôle se retrouve notamment dans le mécanisme résiduel international des tribunaux pénaux, le tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone et le tribunal spécial pour le Liban, les chambres extraordinaires du Cambodge, ainsi que les nouveaux mécanismes chargés de recueillir des éléments de preuve pour les crimes commis en Syrie, en Irak et au Myanmar. Dans certains cas, le secrétaire général a la responsabilité de démarrer un processus pour renouveler le mandat du mécanisme, comme pour le tribunal spécial du Liban, où le secrétaire général a pris l'initiative de consulter le gouvernement libanais ainsi que le Conseil de sécurité pour prolonger le mandat de ce tribunal afin qu'il puisse achever ses travaux. Le rôle de gestion du secrétaire général consiste également à interpréter les instruments constitutionnels tout en respectant le principe de l'indépendance judiciaire. Enfin, l'assistance du secrétariat joue également un rôle essentiel en ce qui concerne le financement de ces mécanismes. La justice pénale internationale, comme vous le savez sans doute, est très coûteuse. Par exemple, au cours des 24 années de travail du TPY, 2,4 milliards de dollars ont été dépensés par la communauté internationale. Pour ce qui est du TPIR, cela a coûté 1,9 milliard de dollars. Alors que ces 2 tribunaux ont fermé leurs portes, ainsi que le tribunal spécial pour le Sierra Leone, le financement du mécanisme résiduel de ces tribunaux reste un problème. Même le mécanisme international pour les tribunaux pénaux qui bénéficie du soutien du budget des Nations Unies a connu certaines difficultés financières récemment au vu de la demande de réduction par les États membres.
S'agissant des tribunaux qui sont financés au moyen de contributions volontaires, la situation est catastrophique. Par exemple, cette année, le tribunal spécial résiduel pour le Sierra Leone, qui a un budget très modeste de moins de 3 millions de dollars, n'a reçu que 3 contributions volontaires, se chiffrant à 116 000 dollars. Les chambres extraordinaires du Cambodge, devant lequel des affaires sont toujours pendantes, luttent pour obtenir un financement suffisant. Le montant des contributions volontaires de la part des États membres et les subventions successives allouées par l'Assemblée générale est en diminution constante. Et mon bureau, aussi bien que moi-même, ne cessons de préconiser un financement accru, comprenant que la responsabilité est un engagement à long terme qui nécessite l'attention de la communauté internationale à long terme, ce qui signifie que ce modèle de contribution volontaire est un mauvais modèle. Les Nations unies soutiennent également des mécanismes de responsabilité pénale internationale au moyen d'une assistance judiciaire et une coopération judiciaire. Nous avons reçu des demandes de coopération de la part de la Cour pénale internationale ainsi que d'autres juridictions internationales hybrides. Et je pense que nous allons également recevoir de telles demandes de la part des nouveaux mécanismes d'enquête. Il s'agit notamment de demandes pour obtenir des documents des Nations unies ou de pouvoir contacter des témoins potentiels ou des victimes pour les interroger. Cela est dû aux opérations internationales et mondiales des opérations des Nations unies. Nous sommes présents partout et par conséquent, il est fort probable que nous disposions d'éléments qui présentent un intérêt ou qui sont importants au vu de l'établissement des responsabilités pénales. Force est de constater également la coopération entre les Nations unies et la Cour pénale internationale. En réalité, le statut de Rome lui-même confère aux Nations unies un rôle central à jouer dans le soutien de la Cour et de ses travaux. C'est l'Assemblée générale des Nations unies et l'Assemblée des États parties du statut de Rome qui approuvent un accord entre la CPI et les Nations unies le 13 septembre 2004. Cet accord étant entré en vigueur le 4 octobre 2004. Cet accord a créé un cadre général de coopération entre toutes les unités et entités des Nations unies, y compris ses bureaux, ses programmes, ses fonds, d'une part, et la CPI, y compris son secrétariat et l'Assemblée des États parties, d'autre part. Depuis cet accord, les Nations unies ont coopéré étroitement avec la Cour au quotidien et le Bureau des affaires juridiques est le point focal en matière de mise en œuvre de ce rôle de coopération. Cette coopération englobe un partage d'informations et de preuves, l'offre de soutien en matière de sécurité, faciliter des entretiens avec le personnel des Nations unies et faciliter leur déposition devant la Cour. Un membre du personnel des Nations unies a été le premier à témoigner devant la Cour pénale internationale lors de son premier procès, celui de Thomas Lubanga. Comme vous le savez, la CPI n'a pas l'intention et ne souhaite pas se substituer au système de justice pénale nationaux. Bien au contraire, conformément au principe de complémentarité tel que reflété dans l'article 17 du statut de Rome, la Cour n'examinera la recevabilité d'une affaire que lorsque celle-ci ne fait pas l'objet d'une enquête ou de poursuite par un État qui en a la compétence, ou si cet État ne souhaite pas ou ne peut pas mener à bien ses enquêtes ou ses poursuites. La coopération de la part des États et des organisations internationales est donc essentielle, notamment pour l'arrestation, le transfèrement des accusés ou pour la confiscation de biens ou l'exécution des peines. Ce principe de complémentarité me permet d'évoquer la troisième catégorie de coopération qu'offrent les Nations unies afin de contribuer à la mise en place d'un système de responsabilité pénale. Des mécanismes en la matière, évidemment,
constitue un tournant dans la consolidation de ce que nous appelons désormais l'âge de la responsabilité. L'étape suivante, toutefois, est tout à fait différente et consiste à mettre en place des mécanismes nationaux de lutte contre l'impunité au centre même du système de responsabilité. Je reste convaincu que la responsabilité incombe en premier lieu aux États. Récemment, nous avons accordé de plus en plus d'attention au rôle que pourraient jouer les institutions nationales dans le cadre de la justice transitionnelle. Nous avons assisté par exemple à un foisonnement de nouvelles formes de juridiction interne afin de tenir pour responsables tous ceux responsables de délits graves en vertu du droit international. Et les Nations Unies ont apporté leur soutien à de tels efforts. Le travail important, qui consiste à créer une capacité nationale à cet égard s'impose et l'assistance de la communauté internationale pour aider de tels efforts nationaux afin d'assurer la responsabilité est également primordiale. La Cour pénale spéciale de la République centrafricaine en est un excellent exemple. Il s'agit d'un tribunal interne ayant certaines caractéristiques hybrides avec des juges étrangers, un procureur étranger et un greffe étranger, mais qui diligente ses propres enquêtes, qui coopère avec la CPI, organise des formations, etc. Et la mission de maintien de la paix des Nations Unies déployée dans ce pays, la MINUSCA, outre le programme de développement des Nations Unies ainsi que d'autres entités et services des Nations Unies, ont aidé le gouvernement de cet État à mettre en place cette juridiction pénale spéciale. Les Nations Unies ont également facilité l'identification de candidats ayant les qualités requises pour travailler pour cette juridiction. Un autre exemple est la juridiction spéciale pour la paix en Colombie. Cette juridiction pour la paix est composée de juges colombiens exclusivement, même si elle permet la participation d'avocats et de juristes étrangers au titre d'amicus curiae. La sélection de tous les juges et des autres responsables de cette juridiction spéciale colombienne a été entreprise par un comité de sélection qui consistait essentiellement de membres internationaux et les Nations Unies jouent un rôle clé dans ce comité. Les Nations Unies ont également permis de renforcer les capacités judiciaires par la formation et le soutien au processus de réforme nationale. Ce sont des efforts qui visent à aligner les systèmes nationaux sur les normes et les règles internationales. Mesdames et messieurs, chers collègues, la création et la coopération, voici les deux aspects clés du rôle que jouent les Nations Unies et c'est cela que je voulais partager avec vous aujourd'hui concernant le rôle joué par les Nations Unies dans le développement et l'élaboration d'un système de responsabilisation internationale. Ce qui m'amène, logiquement, à une conclusion d'ordre plus personnel. En tant que conseiller juridique des Nations Unies, depuis 2013, j'ai participé à la création d'un certain nombre de mécanismes de responsabilisation pénale, comme celui de la collecte de preuves pour les crimes qui ont été commis en Syrie, Irak et Myanmar. J'ai eu également l'occasion de fermer 3 de ces mécanismes de responsabilité. La Cour spéciale pour le Sierra Leone en 2013, le Tribunal spécial pour le Rwanda en 2015 et le Tribunal pour l'ex-Yougoslavie en 2017. J'ai également coordonné la coopération judiciaire que les Nations Unies fournissent à ces mécanismes. Et au bout de 5 ans, je peux vous dire que c'est un travail qui est à la fois absolument passionnant et tout aussi décourageant. Il est passionnant parce qu'il s'agit d'une contribution réelle à la lutte contre l'impunité, à la reconnaissance des victimes des crimes les plus graves du droit international. Mais décourageant
parce que ces processus de responsabilité pour ces crimes extrêmement complexes et graves prennent beaucoup de temps et suivent une dynamique qui est très loin de ce besoin d'obtenir tout immédiatement que nous vivons aujourd'hui. J'ai remarqué que ces sentiments transcendent et ont un impact sur le soutien fourni au système de responsabilité internationale. Au début, les premiers jours sont toujours très prometteurs, mais au fil du temps, on constate que ces processus judiciaires extrêmement complexes se perpétuent. Les auteurs des crimes, les victimes, les témoins, le temps passant, vieillissent et finalement, les États se lassent et cela mène à des problèmes de financement et autres. Cette lassitude se voit également dans les médias qui ne couvrent plus certaines situations ou auprès de la société civile dont l'attention et les émotions se tournent vers d'autres atrocités malheureusement. Et c'est pourquoi il est essentiel que nous continuions à étudier et discuter des meilleures façons de lutter contre l'impunité. Au bout de 25 années de lutte et de mise en place de mécanismes internationaux, il est important de réfléchir et de discuter de l'utilité de ces mécanismes et de trouver les moyens de s'adapter à de nouveaux contextes, étant donné que les ressources sont limitées et qu'il reste tout aussi important de mettre en place des systèmes de responsabilité internationale. C'est pourquoi je suis extrêmement reconnaissant à l'Académie de droit international de La Haye d'être le forum idéal pour ces échanges de réflexion. Merci beaucoup.